Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Mathias Savignac. Bonjour. Bonjour David. C'est être avec nous sur Boursorama, vous êtes le président de la MGEN. Et puis vous publiez Patron autrement, présider une entreprise sans renier ses valeurs, tout un programme aux éditions Stock. Vous avez cette conviction qu'il est nécessaire, urgent, capital, cardinal, de réconcilier, de concilier performance économique et performance sociale dans l'entreprise. Pour vous, on oppose encore trop souvent ces deux dimensions, parce qu'il y a comme le sentiment que les lignes sont en train de bouger, au moins en apparence, ou dans le discours, dans les éléments de langage. C'est vrai qu'il y a, moi je considère qu'il y a un véritable enjeu à réconcilier les deux, et donc ça pose le postulat que ce n'est pas toujours le cas, ou pas le cas de manière toujours sincère. On a à l'esprit Emmanuel Faber, par exemple, qui avait de grands projets à la tête de Nestlé et qui, à un moment donné, s'est confronté... Danone. Notamment, pardon, Danone, oui. Et qui, à un moment donné, s'est confronté aussi à l'ambition et la réalité du conseil d'administration des actionnaires de Danone. Quand on est une mutuelle, qu'on ne fait pas de profit, qu'on ne rémunère pas d'actionnaires, qu'on a pour seule ressource les cotisations de ses adhérents, on est précautionneux de l'argent qui nous est confié. En revanche, étant précautionneux, on est aussi attentif à l'utilisation qu'il en est fait. Et c'est à ce titre-là, et depuis la présidence d'une mutuelle, que j'ai essayé de regarder de quelle manière pouvaient se combiner performance économique et performance sociale. Parce qu'on a beau être de l'économie sociale et solidaire, on est aussi un acteur économique, on est un employeur, 10 000 salariés, 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est la mutuelle des fonctionnaires. Alors c'est la mutuelle historiquement de l'Éducation nationale, mais qui aujourd'hui est la principale mutuelle des agents de la fonction publique. Voilà. Et donc vous faites des profits. Et c'est pas honteux. On ne fait pas des profits. Ah. On génère du résultat positif, mais profit, ça laisse entendre finalement que vous rémunérez quelque chose qui n'est pas au service de l'entreprise, de ses clients ou de ses adhérents. Alors on appelle comment du résultat. On fait des bénéfices. Des bénéfices. Simplement. Le profit est très connoté. Oui, donc je trouve que ça donne une orientation qui est particulière. Mais on fait du bénéfice, ce qui est un signe de bonne santé et d'organisation performante. Simplement, on décide collectivement au service de quoi ces bénéfices sont mis à profit. Et là, pour le coup, j'utilise le mot profit. Mis à profit. Oui. Et donc, bénéfices de l'an dernier, et comment ils ont été justement allons au bout de l'idée, comment ils ont été utilisés ces bénéfices? 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est ça? 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Combien de bénéfices? Autour de 80 millions d'euros de résultats. Ouais. Une partie est mise en réserve parce qu'on a des engagements prudentiels par rapport aux engagements que l'on prend pour nos adhérents. Ça, c'est la réglementation qui nous amène à provisionner et donc à être prudent pour nos engagements à long terme. Une partie est réinvestie dans des améliorations prestataires. Ce sont les assemblées générales annuelles avec les représentants des adhérents qui décident de quelle manière sont organisés les principes de solidarité, quel est le niveau d'action sociale qu'on prévoit pour nos adhérents, mais c'est aussi ce qui fait vivre notre vie démocratique, c'est-à-dire la capacité d'associer les adhérents aux grandes décisions de la mutuelle. Tout ça, finalement, est permis parce qu'on est performant économiquement, et puis ça nous permet de faire des choses que des entreprises font, mais pas systématiquement, c'est de s'engager sur des projets de société, sur des sujets de société. On était, par exemple, très investi sur la constitutionnalisation de l'IVG. On est très investi sur l'évolution de la loi sur la fin de vie, la loi Claes-Leonetti. On finance, on sponsorise des clubs amateurs sur le territoire pour qu'ils arrivent à créer des sections filles dans des clubs où il n'y en a pas, dans une logique d'égalité entre les femmes et les hommes, par exemple, notamment au niveau de la santé et de l'accès aux dispositifs sportifs. Donc, tout ça, c'est permis parce que on dégage des bénéfices dans notre saine Mais pas gestion. trop non plus. Mais en même temps, quand je vois la rentabilité, c'est pas une grosse rentabilité que vous avez. 80 millions sur 4 milliards, non, c'est pas colossal. C'est 2%, je sais pas, non, c'est... Je le calcule rapidement là. Mais donc voilà, mais c'est assumé de dire que finalement, il n'y a pas besoin d'être trop rentable. C'est pas assumé ou pas assumé. On n'a pas vocation à être rentable de manière outrancière. Ouais. Encore une fois, on n'a pas la pression d'actionnaires qui viendraient imposer une rentabilité à l'entreprise. On a un objet social, on le remplit et les marges supplémentaires qu'on arrive à dégager, on les met au service de projets. D'ailleurs, si vous regardez l'actualité, il y a une question sur la taxe des mutuelles qui se pose aujourd'hui. Nous avons décidé, parce que nous avions anticipé une hausse... Elle a été votée cette taxe. Oui, enfin elle va l'être en tout cas sous forme, comme la taxe Macron, 1 milliard pour les complémentaires santé. Et nous, on fait le choix, parce que c'est un choix volontaire, de se dire, si on a surévalué la consommation médicale, sur la base de la trajectoire depuis le Covid, de la reprise de la consommation médicale, sur le dentaire et sur l'optique, on avait trop anticipé,
eh bien, on va reverser à nos adhérents, sous la forme d'un chèque et d'une ristourne à la fin de l'année 2025, les sommes qu'on aura prélevées en trop sur l'exercice 2025. C'est un juste retour des choses par rapport à nos adhérents. Si vous étiez président d'AXA ou d'une société cotée dans l'assurance, vous ne pourriez pas faire tout ce que vous faites là? Vous ne pourriez pas avoir cette ambition-là, cette conviction-là? On pourrait essayer, mais encore une fois, l'Assemblée générale annuelle des adhérents de la MGN ne réagit sûrement pas de la même manière que l'Assemblée générale annuelle des actionnaires d'AXA. Et ce n'est pas pour autant qu'AXA ne fait pas des choses utiles ou bien, mais j'imagine que leurs marges de manœuvre sont sensiblement différentes des nôtres. Et c'est à ce titre-là que dans Pas trop autrement, j'ai essayé de montrer aussi que les entreprises ont un rôle politique dans la société aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on regarde notre actualité politique, les politiques ont perdu finalement une partie de leur légitimité, qui relève finalement de trois grands marqueurs. L'inscription dans le temps long, et aujourd'hui on voit que c'est surtout le temps très court des sondages et des boussoles un peu médiatiques. Et puis une assemblée qui est fracturée. Une assemblée qui est fracturée, ça c'est sur la capacité à agir des politiques que les choses... Et sur leur légitimité finalement aussi en elle-même, puisque l'absentéisme galopant fait qu'on ne reconnaît plus aux politiques la capacité à porter un projet de société. Et bien, ces trois éléments aujourd'hui incombent pour une grande partie aux entreprises. Inscription dans le temps long, quand vous regardez la réglementation que les entreprises doivent appliquer, RSE, CSRD, ISR, investissement socialement responsable, qu'elles le fassent de manière sincère ou pas, les entreprises sont obligées de porter un regard très attentif sur ce que génère leur activité en termes d'externalités négatives, notamment par exemple sur le bilan carbone. Elles sont légitimes à agir parce que quand on regarde nos adhérents ou nos salariés, ils veulent mettre du sens dans leur activité. Nos adhérents veulent consommer entre guillemets de manière plus vertueuse. Et puis on a une capacité à agir justement parce qu'on a une performance économique. Ouais. Donc ça nous confère une forme de responsabilité. L'ascenseur social aujourd'hui est plus efficace en entreprise que via la politique et les politiques publiques? Pour moi, ce sont deux choses différentes. L'entreprise, en tout cas, quand on y regarde de cette manière-là, pour moi, c'est le dernier lieu qui arrive à faire vivre l'altérité. Dans notre pays, on voit qu'on a un problème avec l'autre, globalement. L'autre qui ne ressemble pas, qui ne pense pas comme nous. Et globalement, il n'y a plus tellement de lieux de débat apaisés. L'Assemblée est assez symptomatique. Plus personne ne veut discuter, tout le monde va avoir raison. L'entreprise, c'est encore le lieu qui fait vivre de la diversité et qui, sur la base de cette diversité, est capable finalement de mobiliser chacune et chacun derrière un projet collectif. Et ça aussi, dans notre société fracturée aujourd'hui, je trouve que ça amène les entreprises à se poser la question de leur rôle social en tant qu'en plus lieu qui arrive à faire vivre cette altérité. Donc vous pensez que les patrons d'entreprise, cotés, pas cotés, mutuels ou pas, doivent prendre position sur des sujets de société parce que peut-être que c'est vraiment leur rôle, ça peut aussi impacter négativement leur business. Je prends l'exemple de Tesla, qui est un exemple particulier, mais quand on voit les ventes de Tesla en Europe qui perdent 70% suite au positionnement d'Elon Musk. Exactement. Moi, je considère, encore une fois, c'est sans doute plus confortable de parler de la place de la présidence d'une mutuelle qui a une vie démocratique où on fait vivre. Oui, j'allais le dire. Sans doute. Et donc, je ne minimise pas. Mais quand vous regardez, que ce soit pour des raisons sincères ou pas, ou de conviction personnelle, vous avez beaucoup... quand vous regardez le patron de Casino, le patron de Michelin, ils ont aussi des contraintes économiques, ça ne les empêche pas de prendre des positions, l'un sur l'emploi, l'autre sur la consommation, Leclerc, de la même manière qu'on entend beaucoup, et avec des backlash parfois, parce qu'encore une fois, quand vous prenez des positions comme ça, vous avez des actionnaires qui peuvent se révéler mécontents et vous le faire payer. Mais au global... On l'a vu avec Emmanuel Faber, chez Danone, encore une fois. Exactement, il s'est fait... débarquer pour ses positions. Sans doute y avait-il d'autres sujets, je ne connais pas suffisamment... Il y avait ses positions, puis il y avait un manque de rentabilité, il y avait les deux en mélangé. Exactement. Mais pour autant que vous soyez dans une entreprise ultra-capitalistique ou une entreprise de l'économie sociale et solidaire, ce qu'attendent vos salariés, ce qu'attendent les consommateurs, ce qu'attendent vos clients, ce qu'attendent vos adhérents, finalement, c'est d'une manière un peu homogène, mettre du sens, de la responsabilisation et de l'utilité sociale. Et certains vous diront que ce sont des mots, c'est vrai qu'on entend beaucoup la raison d'être, l'engagement, mais pour beaucoup de Français, pour des gens qui nous écoutent, ils disent mais c'est un slogan, c'est du marketing, c'est du greenwashing. Comment on fait pour l'appliquer, comment vous faites pour l'appliquer au quotidien, ça? Alors, on s'est doté d'une raison d'être qu'on a travaillé collectivement
Roulement de tambour. Nous, collectifs mutualistes, œuvrons tout au long de la vie pour la santé et le bien-être de chacune et de chacun. Bon, personne ne peut être contre. Pardon? Personne ne peut être contre. Non, mais c'est la traduction, finalement, c'est la mobilisation que ça permet et le fait de pouvoir s'aligner sur un projet collectif qui tient compte, c'est un peu la boussole finalement de la rédaction de notre projet collectif. On n'a en revanche pas fait le choix de devenir une entreprise à mission. Ouais, vous auriez pu. On aurait pu, la loi Pacte le permettait. C'est l'étage, on va dire, c'est le cran dessus. Hein. C'est l'étage au-dessus. Ouais. Mais si vous voulez, mon tissu social mutualiste, aujourd'hui, considérait qu'on est nativement doté notamment d'une raison d'être, mais on a fait le travail collectif, et que nous avons une mission, défendre l'intérêt général, être à la fois la complémentaire santé des agents de la fonction publique, mais aussi le gestionnaire de leur sécurité sociale. Notre mission, elle existe, elle est claire. On n'a pas éprouvé jusque-là le besoin de rentrer dans ce dispositif-là. Peut-être le ferons-nous, mais ce n'était pas une priorité. D'ailleurs, quand on regarde, beaucoup d'entreprises, qu'elles soient du monde de l'ESS ou capitalistique, ont fait le choix de devenir entreprise à mission. Il semblerait que la tendance soit un peu au ralentissement sur le dispositif. Mais encore une fois, il y a une question de sincérité ou de marketing autour de ces dispositifs. Moi, je crois que c'est utile à l'interne pour la mobilisation que ça permet, parce que ça permet de fédérer les parties prenantes de l'entreprise. Par contre, de crier sur tous les toits qu'on est une entreprise à mission, ça ne rend pas forcément systématiquement les choses plus concrètes ou réelles. Mathias Savignac, on sent que vous prenez un leadership sincère, humain, empathique. Après, encore une fois, tout le monde souscrit. Comment au quotidien vous le déclinez? Comment ça se concrétise dans le management ça passe par beaucoup de temps et beaucoup d'écoute passée auprès de la gouvernance. Entre les conseils d'administration, les assemblées générales, les réunions avec... On a une vie démocratique assez forte, des présidents dans chaque département qui représentent les adhérents. On se rencontre fréquemment, on a beaucoup de sujets de débat, de prise de position, de prise de pouls. On a des réunions régionales avec l'ensemble de nos militants. On a beaucoup de réunions qui sont à la fois mixtes avec des collaborateurs et des élus. En fait, l'idée, c'est que chacune et chacun, de là où il est, se sente véritablement partie prenante. Ça fait partie un peu de la culture d'entreprise d'MGN d'ailleurs. Hein. On a beaucoup de salariés qui aujourd'hui ont 30, 35 ans, 40 ans. De MGN entre guillemets, il y a un vrai attachement à la culture d'entreprise et à l'entreprise elle-même. Bon, quelles sont les qualités et les défauts que doit avoir un patron? Parce que si c'est pas trop autrement, c'est qu'on fait les choses différemment. Ouais, moi alors j'ai essayé à travers mon expérience et à travers ce que porte la mutuelle que je préside, je me suis égratigné aussi parce qu'encore une fois, je le dis un peu au début, mais j'ai pas fait l'ENA, j'ai pas fait les grandes écoles de commerce, j'ai pas embrassé les codes des grands patrons d'entreprises aujourd'hui, et ça n'empêche pas d'avoir les mêmes responsabilités, les mêmes enjeux, de faire face aux mêmes problèmes. Et pour autant, je considère que la sincérité est une force, que d'arriver à partager avec ces parties prenantes nos forces et nos faiblesses. On a eu récemment à vivre la mise en concurrence échevelée dans le cadre de la protection sociale des fonctionnaires. Ça fait 4 ans que nous avons débuté de grands travaux de transformation. Et globalement, les choses se sont bien passées, mais on a demandé à beaucoup de personnes de changer leur manière de faire, de changer de métier, de vivre et de porter des évolutions. Ça s'est globalement bien passé. Parce qu'encore une fois, quand vous responsabilisez les gens, que vous leur tenez un discours de vérité, que vous ne cherchez pas à travestir la réalité, eh bien, il y a un climat de confiance plus fort qui se met en place. Et puis arriver à accepter de dire, là on est bon, là on n'est pas bon, là il faut faire autrement, sans se voiler la face. C'est un exercice de tous les jours en fait. Hein. Lorsqu'on se dit il faut être sincère et transparent, il n'y a rien de plus difficile que d'être sincère et transparent. On est tous rattrapés par des envies d'EDL, il y a ce qu'il faudrait faire ou que vous voyez faire chez d'autres. Et je pense qu'il faut arriver de là où EDL, pardon, élément de langage. Élément de langage, pardon, oui, j'ai beaucoup d'acronymes qui sont... Et d'ailleurs, comment on fait pour se remettre en question quand on est aujourd'hui en compétition, en concurrence face à Alan, FinTech dans l'assurance? Il était venu, le patron, il y a quelques mois, il m'avait dit on a remporté, je ne sais plus quel était l'appel d'offres qu'il avait remporté, vous allez me le dire, je ne sais plus. Sans doute la transition écologique. Exactement, c'était ça, voilà. Et aussi les services du Premier ministre, c'est ça, non? Oui. À Matignon. Comment on fait pour lutter contre ces nouveaux acteurs qui ont des tarifs défiant toute concurrence, manifestement? Alors, des tarifs, des pratiques, une histoire récente, l'attrait de la nouveauté peut-être aussi, et en même temps ne pas minimiser, finalement, des modalités d'entreprendre qui sont différentes de ce qu'on connaît, de ce qu'on porte nous-mêmes. Moi, j'ai un profond respect pour celles et ceux qui entreprennent, qui décident de créer, d'innover, et il y a une forme, pour nous,
d'aiguillon qui doit nous permettre de nous remettre en question, notamment sur des sujets autour de la digitalisation, sur lesquels on n'est absolument pas en retard, mais sur lesquels sans doute on communique moins. En revanche, par rapport à, finalement, je disais, cette concurrence exacerbée qui se manifeste aujourd'hui sur ce domaine-là de la fonction publique, moi je cherche à rappeler quelques fondamentaux, dès lors qu'on a une mutuelle, encore une fois, avec certains principes et certaines valeurs. Nous avons des points d'accueil partout en France qui permettent de recevoir les fonctionnaires, les agents des services publics, partout où ils sont, parce qu'on considère que la santé, ça touche à l'intime, et lorsque vous avez un pépin, c'est quand même mieux d'avoir un homme, une face en face de vous, plus que par téléphone, pour vous accompagner, plus que par le truchement de votre smartphone ou par le téléphone, même si on a le téléphone et même si on a l'application qui va bien. On considère aussi, dans une logique finalement d'emploi non délocalisable, que tous nos salariés aujourd'hui sont sur le territoire national. On n'a pas de centre d'appel ou de centre de gestion dans des pays où la main-d'œuvre serait moins chère. Et puis de la même manière, puisqu'on parlait de responsabilité des entreprises, eh bien, les données de nos adhérents, qui sont les données des agents de la fonction publique, sont stockées sur des serveurs en France, parce qu'on estime qu'on a une responsabilité. Pourquoi le décideur public, au final, fait le choix du moins cher avec tous les risques associés aux données personnelles, avec effectivement pour le confort d'avoir quelqu'un en physique plus que par téléphone? Il y a eu un appel d'offres au niveau de Bercy récemment, non? Oui, qui a été remporté par Alan. Qui a été encore remporté par Alan. Oui. Ça ne vous déçoit pas de la part des décideurs publics, surtout quand on prône ce discours-là? C'est-à-dire qu'au final, c'est les économies de quelques points de base qui intéressent le décideur public. Je n'ai pas fait le calcul des économies de points de base, mais il y a une différence tarifaire et dont je ne mesure pas les écarts, puisqu'encore une fois, nous n'avons accès qu'aux résultats et pas au décompte finalement de ce qu'ont obtenu les uns et les autres. Moi, je pense que l'État a une responsabilité dans la manière dont il gère les appels d'offres publics. Je ne mettrai pas ça au même niveau pour tout type d'appel d'offres, mais dès lors que dans le débat public aujourd'hui se dégagent deux points cruciaux, à savoir la dette de l'État, qui est importante, et donc évidemment que ça a sans doute à voir avec des décisions qui sont prises, mais il y a aussi les sujets autour finalement de la souveraineté, qui sont beaucoup posés. Ouais. Et donc en termes de données, par exemple, en termes d'emploi, je trouve que ça raconte quelque chose. Et puis il y a un sujet, moi, qui m'importe aussi beaucoup, au-delà de la question de souveraineté, c'est la question de la responsabilité, finalement, quand on est employeur public. Donc c'est un manque de responsabilité que finalement d'avoir choisi... Non, je trouve qu'on devrait tenir compte plus de ce niveau de responsabilité-là. Et notamment, quand dans le débat public aujourd'hui, beaucoup dénoncent la financiarisation de la santé. C'est-à-dire que la santé, en tant que... Certains le regardent comme un droit d'accès à la santé, et puis c'est un objet de spéculation et d'investissement financier fort dont on attend une rentabilité. Vous voyez la concentration, par exemple, de certains laboratoires pharmaceutiques, la concentration de certains cabinets de radiologie, par exemple, par des groupes financiers qui investissent massivement et qui en attendent une forte rentabilité. Eh bien, sur les questions d'accès à la santé, de protection sociale, sans doute qu'on pourrait avoir un prisme qui vise plus à l'intérêt général qu'à la rentabilité à tout craint. C'est simplement ce discours-là que je souhaite partager. D'ici 2027, vous souhaitez, Mathias Savignac, que plus de patrons français prennent la parole sur des questions de politique économique, sur des sujets sociétaux? Vous le souhaitez? Moi, je le souhaite parce que je pense que c'est utile. Conquérir de nouveaux droits sociaux pour nos concitoyens, c'est quelque chose d'important sur des sujets d'égalité, de citoyenneté. Et puis, c'est une manière aussi de porter un projet collectif. Aujourd'hui, les entreprises, encore une fois, depuis leur manière de fonctionner jusqu'à ce qu'elles font, sont en capacité, à la fois pour l'interne, de mobiliser leurs ressources, mais à la fois de mettre cette énergie-là, cette performance économique au service d'un projet. Et la somme, je mets un bémol à tout ça, c'est ce que je raconte dans Patron Autrement, je mets un bémol à ça parce que la somme des projets d'entreprise, ça ne fait pas un projet de société. Ouais. Il y a un sujet finalement qui rattrape tous les acteurs économiques, au service de quel projet collectif on se met, à travers notre capacité individuelle en tant qu'entreprise à contribuer à ce projet. Encore une fois, la performance économique au service de la performance sociale. Si on vous propose de vous débaucher pour être patron d'une boîte du CAC 40, vous refusez? Le défi est intéressant. Et encore une fois, la question, présider une entreprise sans renier ses valeurs. Ça serait possible? Vous pourriez présider une société cotée sans renier vos valeurs? Je pense que ça se tenterait,
la question ne se pose pas du tout. Moi, je suis parfaitement heureux là où je suis et à porter le projet que je porte. Le défi me plairait, mais je ne suis pas sûr que ce soit économiquement jouable et qu'à un moment donné, un conseil d'administration d'actionnaires se dise que c'est une bonne idée. Pour autant, je ne considère pas, aujourd'hui, de là où je suis, que je n'ai pas moins de responsabilités, pas moins d'enjeux économiques et pas moins de vision que notre patron, qu'il soit du CAC 40 ou pas. Allez, il faut lire Patron autrement, présider une entreprise sans renier ses valeurs. C'est signé Mathias Savignac, le président de la MGEN, invité de la grande interview en direct et aussi en replay sur Boursorama. Merci à vous. Merci.